Le message radio me disait, il y a 2 personnes sur un banc de sable qui vont être attrapées par le flot, il faut aller les chercher. Quand je suis arrivé sur place, c'était pas 2, c'était 9, et qu'il y avait déjà de l'eau jusqu'à la taille, je ne pouvais plus intervenir. Et j'avais un hélicoptère biplace, 240 chevaux, qui ne me permettait pas. Alors je suis allé chercher un filin et une bouée culotte, de façon à pouvoir le ramener et les tirer. Mais ils n'ont pas compris et je n'avais pas les moyens de leur faire savoir ce que je voulais. Et au moment où, n'ayant pas de puissance suffisante, j'allais m'écraser, j'étais obligé de larguer le filin. Ce qui a valu dans la presse le lendemain. La gendarmerie se porte au secours des naufragés, le filin casse, 5 noyés. Si j'avais eu avec moi un sauveteur, il aurait pu se joindre aux gens qui avaient encore pied. Et lorsque je suis arrivé à Marseille, j'ai dit il faut qu'à bord de l'hélicoptère, puisqu'on forme des plongeurs, que j'ai un plongeur. La gendarmerie est opérationnelle sur tout le territoire national. Et on le voit assez facilement d'une manière terrestre, mais il y a toute la partie submergée. La gendarmerie a donc reçu cette invite, en quelque sorte, de faire le nécessaire pour pouvoir elle-même, toute seule, continuer son extension territoriale. Elle avait donc une ouverture nouvelle, elle étendait son territoire et elle allait chercher là où personne n'allait. La gendarmerie m'avait donné une mission, former les premiers gendarmes destinés à servir les vedettes que la gendarmerie mettait sur les côtes. Les vedettes de surveillance côtière, les 8,60 m Arcoa, et qui ont équipé toute la côte. Toutes les côtes, y compris la Corse. Donc, un premier stage a été lancé, qui a donné un certain nombre de diplômés, mais diplômés du premier degré. Il a donc fallu attendre au moins une deuxième année pour avoir des gens confirmés qui soient capables de faire des plongées, disons, tout temps. Progressivement, d'année en année, sur l'île de Bain-d'Or, on a commencé à avoir des plongeurs installés dans leur spécialité. Et c'est comme ça qu'a débuté donc le Centre national d'instruction nautique, que j'ai appelé Centre national d'instruction nautique, parce que dans mon idée, non seulement on passe les brevets de plongeurs, mais les brevets de pilotage, et puis aussi maître nageur et au minimum surveillant de baignade, de façon à ce que les 3 hommes de la vedette et toutes les qualifications ils soient interchangeables. Et c'est comme ça qu'on a démarré sur un centre nautique qui s'appelle toujours nautique, parce qu'il n'est pas que plongée. Enfin, je vous raconte, si vous voulez, une journée de plongée à Bain-d'Or. Le réveil le matin, on faisait du sport. Dans la petite île, on courait un peu. Bien sûr, déjeuner, tout ça, mais après, plonger à 40 mètres. Et on remontait les 40 mètres, on nous disait, il faut faire un palier de principe à 3 mètres, de 2 minutes, ça suffit. Alors que maintenant, ceux qui plongent à 40, il reste 20 minutes, ils mettent 20 minutes ou 30 minutes pour monter. Pour vous dire la différence. Alors après, bien sûr, on avait un cours théorique. Et donc on mangeait une petite sieste après la sieste. Cours, parce qu'il fallait attendre 6 heures entre 2 plongées pour dire qu'on était désaturé. Et 6 heures après, on refaisait un 40 mètres. Pareil, 20 minutes avec 2 minutes de palier.
Et puis des fois, en fin de journée, le patron, on arrive, qu'est-ce qui se passe? Mettez les palmes, le tuba, tout ça, vous allez faire le tour de l'île à la palme. On aurait pu l'étrangler, on l'aurait fait. Mais il fallait le faire. Quand nous avons commencé en gendarmerie à faire de la plongée, on connaissait un certain nombre de choses. Mais on faisait énormément de conneries. On faisait des erreurs, mais à n'en plus finir. Entre autres en matière de palier. Pourquoi on faisait ces erreurs? On suivait la table de plongée du GERS, de la marine. On respectait donc. Et maintenant, ils en sont tous revenus, quoi. Hein. Ah, la plongée, c'était un peu du folklore. Hein. Non, ça n'a plus rien à voir. Et tant mieux. Eh ben, on passait à travers parce qu'on était en forme physique très performante. La formation était une formation calquée sur la formation des plongeurs civils, mais avec une rigueur, c'est difficile à dire, une rigueur extrême. Et nous étions très, très exigeants. Le premier qui commençait à dire « j'ai froid, je sens, allez, tente et tout ». Et on faisait par exemple des épreuves en maillot de bain à 12 degrés. Les 200 mètres nage libre plus mannequin. Il fallait y aller. Mais ce qu'on voulait, c'est d'abord que la sécurité règne. On ne permettait, en matière de sécurité, on ne permettait rien, aucun écart. Quand on rentrait en formation de plongée et qu'on en sortait, on n'était plus le même homme. Parce qu'on avait acquis ce besoin de sécurité, et cette sécurité était passée devant tous les autres critères. Il n'y avait pas de métier de plongeur. C'était une spécialité en plus du reste. On était en priorité gendarme. Il faut se rappeler quand même qu'avant 2005, on travaillait tous dans des brigades territoriales. On faisait ça en plus de notre travail de gendarme. Hein. Les enjeux, c'était de former des plongeurs qui soient aptes à remplir leur mission, quel que soit le milieu. Donc que ce soit en mer, en Méditerranée, dans l'océan, dans l'Atlantique, dans la Manche, également en eau intérieure, qui soient, comment dirais-je, polyvalents et qui soient capables de remplir leur mission, quelles que soient les conditions de plongée. Moi, j'étais une nouvelle génération, un petit peu la charnière entre l'ancienne génération qui plongeait, qui était disponible, qui étaient des bons plongeurs, mais qui n'avaient pas évolué au niveau du matériel. Ils n'avaient qu'un seul détendeur, ils n'avaient pas de bouée, ils avaient des palmes Propus qui n'étaient pas très efficaces non plus. Et ils n'avaient pas évolué au niveau du matériel, alors que le matériel, les techniciens avaient fait beaucoup évoluer le matériel. Donc on est passé au détendeur à 2 étages, on est passé à 2 détendeurs, un détendeur à 2 étages de secours. On est passé des palmes, pareil, Propulse à des palmes en fibre de verre. On est passé aussi avec une bouée au niveau sécurité qu'on pouvait gonfler, donc qui permettait de faire une assistance bouée, quelqu'un qui était en difficulté, qui était essoufflé. On pouvait le remonter en toute sécurité jusqu'à la surface, en respectant la vitesse de remontée, ça c'était très important. En 1990, c'est une année charnière pour le centre, puisque le centre va se doter d'un caisson. Un caisson qui va être mobile, porté par un camion sur un plateau. On faisait une partie de recherche sur de nouveaux matériels, de savoir s'ils étaient particulièrement adaptés pour la plongée en gendarmerie. Alors dans les matériels qu'a révolutionné pour moi, c'est la photo numérique. Ce sont les sondeurs vidéo qui sont sur les embarcations qui permettent donc d'avoir une vision en 3D du fond sur lequel le plongeur va évoluer. De voir où il y a des obstacles, où il peut y avoir quelque chose, une voiture ou un corps. C'est également aussi le passage à de nouvelles tables de plongée qui révolutionnaient un petit peu la plongée en diminuant notamment la profondeur maximum que l'on pouvait faire en plongée à l'air, mais en apportant plus de sécurité.
On avait remarqué que les plongeurs, on est tous attirés par la profondeur et par le record. C'est comme un montagnard, il fait un 4000 mètres, après je ferais bien un 6000, puis après je ferais bien un 8000, ou je ferais bien une paroi plus difficile. Donc les plongeurs, on les emmenait en profondeur, il fallait qu'ils découvrent qu'ils pouvaient s'essouffler et qu'ils pouvaient être atteints de la narcose. Donc il y en a qui nous disaient, ils ont entendu un train, ils avaient vu une sirène, ils avaient vu je ne sais quoi. Après, ils pouvaient partir en unité, ils savaient, il avait des repères, ils savaient ce que c'était que les débuts de la narcose, lenteur d'idéation, lenteur pour prendre une décision, et puis en même temps l'essoufflement. Le plus gros danger en plongée, c'est l'essoufflement. Et ben pour faire une plongée efficace, il faut du monde. Et c'est ça qui a beaucoup été développé dans les années 90 et 2000, évidemment, par la suite. C'est aussi l'organisation des plongées opérationnelles, c'est-à-dire combien il faut de plongeurs pour une intervention, ceux qui vont faire des photos, ceux qui vont faire des croquis également, avec des ardoises sous-marines, ceux qui vont remonter les objets. Il y a la présence d'un surveillant en surface, la présence d'un directeur de plongée. On peut penser que plus il y a de plongeurs, plus les recherches seront efficaces et elles seront rationalisées. Il y avait ces deux volets et il fallait donc des plongeurs qui soient costauds, qui soient bien formés et également de bons enquêteurs qui soient capables de rechercher et de trouver ce qu'on leur demandait de trouver. Bien, dans tout ce qui était enquête judiciaire, on avait besoin de plus de police technique. On faisait ça dans les bocaux de confiture, on faisait ça avec les moyens du bord. On restait sur des constatations sommaires en fait. On était là, ce qu'on voyait, surtout c'est du visuel. Et puis on essaie de leur transmettre sur papier. La mise en avant de la police judiciaire. Donc ça a été vraiment une grosse avancée par rapport à ce qui avait été fait avant. Ils étaient d'excellents plongeurs, ils participaient aux enquêtes, mais il n'y avait pas de formation vraiment initiale pour devenir enquêteur subaquatique et voire technicien en identification subaquatique. Et il fallait vraiment de la spécificité avec l'apport de différents éléments comme l'IRCGN et d'autres unités. Il fallait recentrer cette formation et la développer. C'était le moment où les plongeurs gendarmerie voulaient s'inscrire dans la démarche judiciaire de leur travail, de dire on n'est pas seulement des plongeurs qui sautons dans l'eau et ramenons des objets comme un plongeur privé ou un plongeur des pompiers, on est des enquêteurs judiciaires au même titre que des techniciens d'investigation criminelle. Dans une enquête judiciaire, c'est essentiel, comme sur une scène de crime au sec, sur terre, de savoir comment on a trouvé les indices, comment on les a prélevés, de façon à ce que si on les produit ensuite au tribunal, on puisse dire aux magistrats et au jury voilà exactement ce qu'on avait sous l'eau au moment du constat d'état des lieux. On s'intéresse à l'application de ces principes sous l'eau. Et donc ça correspondait aussi au développement des capacités des sciences forensiques ou de la police technique et scientifique. Donc c'est un travail autour de ça que j'ai effectué, en lien avec les plongeurs, en essayant d'être le plus réaliste possible. Donc tout se mettait en place à ce moment-là et moi j'ai juste eu à valider le côté scientifique du travail qui m'a permis ensuite de participer à l'élaboration de la mise en place des stages techniciens en investigation subaquatique. On a mis l'accent sur les techniques de recherche, c'est-à-dire comment trouver quelque chose sous l'eau, les techniques d'investigation, comment relever, comment ramener un objet à la surface, dans quelles conditions. Comment on conditionne un cadavre sous l'eau pour pouvoir l'extraire dans de bonnes conditions et pouvoir travailler ensuite. Comment on fait un procès-verbal sous l'eau et est-ce que ces indices sous l'eau persistent, notamment les empreintes digitales, l'ADN, les traces sur les armes à feu, les traces sur les voitures, l'électronique. Tous ces éléments qu'on utilise aujourd'hui de façon courante. Ces techniques ont évolué et fin des années 2010, vers 2017, on a eu un enquêteur. Il nous a permis en fait de transposer les différentes techniques qui étaient apprises par l'IRCGN lors de la formation de TIC, donc de technicien en investigation criminelle pour des enquêteurs terriens. Lui, il a réussi à les adapter au subaquatique. C'est-à-dire que ça faisait des années que les plongeurs, tous autant que nous étions en unité, on se disait on n'est pas assez performant dans l'investigation subaquatique. On ne part pas gagnant sur la prise en compte d'une scène de crime subaquatique,
Mais pour autant, tout n'est pas perdu. Et il faut une connaissance assez fine de la persistance des traces et indices pour faire les meilleurs choix dans le cadre d'une investigation subaquatique. Le fait de prendre en compte, de repérer et de prendre en compte une trace papillaire, par exemple sur un véhicule, ça demande un entraînement spécifique. C'est quelque chose qui n'est pas anodin. Savoir la repérer alors qu'on n'a que quelques centimètres de visibilité, c'est quelque chose d'assez particulier. Et on a un certain nombre de mesures à prendre en compte pour réussir à sauver cette trace de cet environnement qui est plutôt hostile pour tout ce qui est tracé indice. Lui, il a réussi en fait à passer le « on n'est pas assez bon, on n'est pas assez performant » en « mais on va développer des techniques, on va débloquer des protocoles, on va adapter des process, on va codifier tout ça et l'enseigner pour que les enquêteurs subaquatiques deviennent de vrais techniciens et soient reconnus par leurs pairs et par les différentes instances. On a vraiment une montée en gamme de cette spécificité qui est l'investigation subaquatique. On a actuellement de jeunes TIS formés depuis assez peu de temps qui nous font parvenir des prises de vue de traces papillaires repérées sur les coffres forts, qui vont nous modéliser en 3D des crashs d'avions. Voilà. Donc c'est quelque chose qui marche plutôt bien. On est reconnu par le volet scientifique de l'IRCGN, on est reconnu par le volet judiciaire du PJGN gendarmerie, donc la formation judiciaire. Maintenant, il faut être reconnu par nos différents commandants, mais on a énormément de plus-value à leur apporter. Et n'oublions pas que notre travail, et notre unique travail en tant qu'enquêteur subaquatique, c'est rechercher des preuves pour les présenter à un tribunal en vue de confondre un auteur. Dans 60 ans, comment sera le plongeur? Est-ce qu'il y en aura encore? Est-ce qu'on n'aura pas des drones, des robots? Est-ce qu'on ira sous l'eau? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on n'aura pas des moyens, des ROV sous-marins, pour analyser les scènes de crime sans pouvoir se rendre sous l'eau? On aura toujours besoin quand même de l'être humain, parce que caméra robot, quand vous êtes dans un canal où vous n'avez aucune visibilité, rien ne vaut le bout des doigts. Pour l'instant, on en est toujours à se balader avec d'énormes bouteilles sur le dos, lourdes, encombrantes, et n'offrant en définitive qu'une faible autonomie à celui qui l'utilise. Et je pense que c'est là qu'il va se produire quelque chose. Pas savoir ce qui va se passer, c'est ça qui est intéressant. Moi, quand j'étais au début de plongeur, je ne savais pas ce qui m'attendait. À aucun moment, j'aurais cru que j'irais à Antibes comme formateur. Bon, bah, ça s'est passé, ça a été formidable, sans le savoir, et ça a été une belle aventure. L'image que je garde de mon temps de plongeur, c'est cette amitié, quel que soit le grade, entre les plongeurs, quelle que soit l'unité. Des gens passionnés, fiers de ce qu'ils font, une activité extrêmement prenante, dangereuse. Il faudrait penser aux camarades qui sont partis. Il y en a quelques-uns qui sont partis en opération. Nous avons au centre une stèle qui leur est dédiée. C'est important, nous en parlons régulièrement à nos jeunes plongeurs, à nos jeunes enquêteurs. Ces accidents ont permis aussi de faire évoluer les choses. Hein. C'est le souvenir de mes camarades à travers une association nationale des plongeurs de la gendarmerie et aussi un groupe privé qui s'appelle les Palmipèdes Bleus qui me permet de garder le contact avec mes camarades, d'échanger des photos, d'échanger des anecdotes. C'est l'époque la plus heureuse de ma carrière. Hein. J'avais l'émission aérienne, j'avais l'émission aquatique, c'était magnifique. Moi, la gendarmerie, pour moi, c'est que du bon. La plongée, c'est que du bon. À un moment, ça s'arrête. Je dirais, c'est presque dommage. Mais il faut bien laisser la place aux autres. Ils ont permis l'entrée de la plongée dans la gendarmerie. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on n'est plus des plongeurs, mais on est des enquêteurs subaquatiques, des experts de l'enquête subaquatique et de l'investigation subaquatique. Donc rien que pour ça, je me dois au nom des plongeurs actuels et du centre de les remercier pour leur travail passé. Sans eux, la plongée en gendarmerie ne serait pas ce qu'elle est. Je dois un très très bon. Je dois tout à la gendarmerie et à la plongée, moi. S'il n'y avait pas été gendarme, j'aurais jamais mis le nez sous l'eau. Il faut dire la vérité.